cette table ronde qui va porter sur le thème de l'inclusion numérique présentée dans le cadre des rencontres Alpha numérique. Avant de commencer, je veux préciser que cet événement est enregistré et puis qu'il est diffusé sur Zoom et en direct sur la page Facebook de Biblio Presto. Je me présente, je m'appelle Audrey-Anne Chuzung, je suis coordonnatrice des formations ainsi que facilitatrice pour le projet Alpha numérique et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette rencontre aujourd'hui. Je suis toutefois pas seule. Il y a ma collègue Danielle qui doit être connectée quelque part, qui s'est occupée d'organiser cet événement-là en tant qu'agente de liaison communautaire pour notre projet. Et puis, il y a Bianca qui s'occupe de la technique, qui va être présente dans le clavardage pour répondre à vos questions. Si vous avez des petits problèmes techniques, des petits soucis de son, par exemple, vous pouvez vous adresser à elle dans la section Q et R du Zoom ou dans les commentaires sur Facebook. Même chose, s'il y arrivait des soucis de connexion de mon côté, soyez pas surpris si vous l'entendez prendre la parole ou prendre le contrôle de l'écran. Ça se fait comme pas par magie. On est bien content de pouvoir compter sur son aide. Nous avons aussi le plaisir de pouvoir compter sur les services de Mme Nathalie Gagné, sténotypiste, qui va assurer la transcription en direct tout au long de l'événement. La transcription est disponible sur Zoom, soit en cliquant sur l'icône CC au bas de votre écran à droite sur Zoom ou en cliquant sur le lien qu'on vous a envoyé par courriel si vous étiez inscrit. On va vous le partager aussi dans le clavardage. Puis ceux qui nous écoutent en direct sur Facebook, on va vous le mettre sous la vidéo. Donc, c'est un lien qui vous permet d'accéder aux sous-titres à part du programme. Que vous soyez en direct sur Zoom ou sur Facebook, on souhaite vraiment que vous puissiez participer à la conversation. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous en cliquant sur l'onglet questions-réponses sur Zoom ou dans les commentaires sur Facebook. Vous pouvez poser des questions à nos invités, bien sûr, mais également nous partager là, vos témoignages, vos expériences sur les sujets qu'on aborde. On va avoir une période spécifiquement dédiée aux questions et aux commentaires en fin de rencontre, mais n'hésitez pas là, à vous exprimer de manière spontanée lorsque ce sera le moment. On pourra revenir en arrière sur des sujets qui ont été abordés précédemment. Ça va nous faire plaisir. C'est vraiment ça le but de la rencontre. Cet événement se veut vraiment un espace de partage et de réflexion qui se base sur des principes d'intelligence collective, collaborative. Nous n'avons pas la prétention, par contre, d'avoir des réponses ou des modes d'emploi à vous fournir sur les questions d'inclusivité et le numérique. L'objectif, c'est vraiment de mettre en commun nos expériences puis de mettre en lumière certaines réalités du monde numérique, peut-être vous inspirer aussi dans vos rôles respectifs, vos projets. Vous avez certainement tous des fonctions et des emplois différents qui justifient votre présence ici. Peu importe vos intérêts, mais on espère que ça va pouvoir stimuler des réflexions de votre côté. C'est avec l'aide de nos invités. Donc, Claude, c'est Claude Cournatan, j'espère qu'il va pouvoir se joindre à nous. Je vais vérifier tout de suite après, qui est retraité et entrepreneur. Richard Cassidy, coordonnateur du projet Connect à la bibliothèque Atwater. Madame Marlène Mongeau de Gagné, enseignante en adaptation scolaire à la Commission scolaire de Montréal. Et Jade Lescaut, directrice adjointe du Carrefour Jeunesse Emploi au comté de Richmond et Drummond-Boisfranc, très long titre. Nous allons aborder la question suivante. Est-ce que le numérique agit comme un facteur d'inclusion ou d'exclusion sociale? C'est une question qui nous touche beaucoup à Alpha numérique puisque c'est l'un des objectifs du projet, c'est précisément d'agir pour réduire les inégalités numériques. Lorsqu'on parle d'inégalité numérique, on fait surtout référence à des groupes de la population qui statistiquement seraient moins enclins à utiliser les nouvelles technologies pour différentes raisons, là, que ce soit par manque d'intérêt, de connaissances, pour des raisons financières ou même géographiques. Rapidement, on va penser aux aînés, bien sûr. C'est pas complètement faux. Les aînés font partie d'un groupe de population qui peuvent être plus à risque de vivre l'exclusion numérique, mais ils ne sont pas les seuls à être touchés par cette problématique-là. On retrouve également les nouveaux arrivants, les personnes à faible revenu, les personnes n'ayant pas complété leur études secondaires, les habitants en région éloignée, les communautés autochtones, ainsi que les gens qui vivent avec des handicaps.
C'est donc important de ne pas faire de raccourcis lorsqu'on parle des inégalités numériques et surtout de s'intéresser aux différentes causes et besoins qui en découlent. C'est un peu ce qu'on va essayer de faire avec nos invités. J'ai vraiment hâte de vous les présenter. Je vais leur passer la parole tour à tour pour qu'ils se présentent, qu'ils nous parlent un petit peu de leur projet, de pourquoi ils sont avec nous aujourd'hui. Et puis après, on va revenir tout le monde ensemble, puis on va pouvoir aborder cette discussion-là. Sans plus tarder, je vais vous présenter Jade. Jade Lescaut, qui travaille au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, Jade, si tu peux allumer ta caméra. Oui, Bonjour, ça va bien? bonjour. Oui, ça va bien. Merci Audrey-Anne, puis merci Alpha Numérique pour l'invitation. On est super contente que vous soyez là. Donc, je vous laisse la parole. Je ne vais pas prendre de votre temps. Parfait. Jade Lescaut, je suis directrice adjointe des Carrefour Jeunesse Emploi. Je vais vous épargner notre long nom là, des comtés de Richemont et Drummond-Boisfranc. Pourquoi notre nom d'organisme est si long que ça? C'est qu'on couvre un grand territoire. C'est que nous, ici en région, on a des grands territoires. Donc, on est situé, en gros, là, pour vous situer, Asbestos, Richemont, Warwick, si ça vous dit rien, dans la belle région de l'Estrie, ou encore plus large dans les cantons de l'Est. Tout ça pour vous mettre en contexte qu'on est en fait en milieu rural, évidemment. Le projet je suis ici en tant que représentatrice des clientèles de 16 à 35 ans en général, là, du Carrefour Jeunesse Emploi, mais le projet qui nous a d'autant plus intéressés concernant l'inclusion ou l'exclusion numérique, c'est notre projet Les Mamans Futées, qui est un projet alternatif de scolarisation des mères. En fait, c'est que, en quoi ça consiste? C'est un projet qui se décline dans 3 volets. Le premier volet étant la portion académique. Ensuite, on a le volet entrepreneurial et développement personnel professionnel que je vais vous présenter. Donc, le but, en fait, c'est qu'on recrute des mamans qui n'ont pas terminé leurs études secondaires. Donc, le seul critère, c'est je suis maman, je n'ai pas terminé mes études secondaires. Et le profil de ces mères-là, c'est des mères âgées de 16 à 35 ans. 60 du groupe, là, dans les statistiques dans les dernières années, sont monoparentales, sans diplôme et qui a situation financière précaire, il va sans dire. Les mères, en fond, viennent ici. Le projet à quoi il sert, c'est d'avoir un milieu de formation qui va être un milieu neutre et convivial, en dehors des murs du cadre standard scolaire. Fait que ça permet d'avoir un milieu protégé, en fait. Comme vous pouvez voir sur l'affiche, c'est une formation à temps partiel où est-ce qu'on offre la halte garderie, les remboursements de transport et même une allocation aux mères. Donc, on essaie de mettre beaucoup d'incitatifs en place pour assurer un recrutement. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, en ce moment, on a un groupe composé de 20 mères à Asbestos et à peu près 4 à 5, ça oscille à Richemont. À Richemont, on a le pendant anglophone. Parce qu'on a des communautés anglophones à Richemont et Denville. Donc, on offre le Mom is Going Back to School dans le secteur de Richemont. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur les mamans futées? Le projet, en fait, c'est ça. Si je vous décris un peu plus les volets, la période académique, c'est qu'on soit vraiment une enseignante du Centre d'éducation des adultes, donc en formation générale adulte, qui vient former les mamans sur place. Donc, on a vraiment un enseignant qui vient sur place pour euh, les mères sont toutes inscrites au centre d'éducation des adultes, mais l'idée, c'est qu'elles viennent dans le milieu protégé du Carrefour Jeunesse Emploi, où est-ce que c'est comme plus convivial, plus chaleureux. Puis vu que le groupe est composé de façon intégrale de mères, ben là, ça devient un peu plus facile pour elles de se développer puis de retisser des liens avec le volet académique parce que je ne vous cacherai pas que parfois, c'est des mères qui vont avoir décroché, qui peuvent avoir, pour certaines, des problèmes d'apprentissage. C'est comme une façon de renouer de façon un petit peu plus séduisante avec le milieu de l'éducation, finalement. Le but du projet, c'est de créer justement un sentiment d'appartenance, développer leur réseau de contacts, rencontrer des mères qui vivent la même chose qu'elles, sortir de l'isolement. C'est une passerelle vers une vie active. Hein? Les autres volets, c'est à ça qu'ils servent. Là, développer ma capacité à mes habiletés parentales. Ça, je pense qu'on pourrait tous y participer de toute façon à ces ateliers-là. On n'en sait jamais trop à ce sujet-là. Fait que développer mes compétences parentales, développer mon employabilité, fait que mes attitudes en emploi, mes outils de recherche d'emploi, augmenter mon niveau de qualification qui va m'intégrer à intégrer un emploi ou un parcours de formation professionnelle, collégiale, etc. C'est ce qui va me permettre aussi, comme je l'ai nommé plus tôt, mais je voudrais revenir là-dessus, de juste au mieux
de me mettre en action. Même s'il n'y a pas de résultat au final, là, l'idée, c'est d'augmenter la qualification de nos participants. C'est un très gros mandat, très intéressant. Puis c'est vraiment le fait que c'est avec nous parce que c'est vraiment une population, je pense qu'on parle peut-être moins dans les enjeux de la littératie numérique. Fait que votre apport à cette discussion-là va vraiment être très intéressant. Oui, puis Adrienne, si je peux me permettre en conclusion, là, ce que j'ai retenu, tu nommais, là, oui, les personnes âgées, tout ça. Nous, on touche à 3 critères que tu as nommés, c'est-à-dire en ruralité, qui peuvent avoir une situation financière précaire pour certains et souvent peu ou pas qualifiés. Fait que nos clientèles touchent souvent ces trois pans. Ça va permettre d'avoir vraiment un large portrait de la situation, donc c'est super intéressant. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Marlène et puis on va pouvoir revenir ensemble après. Donc, Marlène, tu peux ouvrir ta caméra. Je pense que vous pouvez éteindre la vôtre juste le temps qu'on présente Marlène, puis on va revenir tous en groupe après. Donc, bonjour Marlène, c'est à vous. Bonjour. Bonjour Audrey-Anne. Bonjour tout le monde. Mon prénom est Marlène. Je suis enseignante en intégration sociale à la Commission des services scolaires de la Ville de Montréal, donc l'ancienne CSDM. Comme enseignante en intégration sociale, je fais le pont avec Jade. Donc, le programme d'intégration sociale vise à rencontrer donc les personnes qui sont majoritairement exclues de la société pour différentes raisons psychosociales. Donc, vous voyez à l'écran actuellement les personnes âgées avec qui j'ai développé le projet, donc dans une résidence de personnes âgées. Et donc, mon premier contact avec les aînés, ce fut en fait ce rôle-là que j'ai eu à faire comme enseignante auprès d'eux. C'était un projet pilote, en fait, qu'on voulait mettre en œuvre dans cette résidence-là, puisque auparavant, ils avaient un service de loisirs très bien développé, très bien structuré. Et comme le CREP, le Centre des ressources éducatives et pédagogiques, qui est un centre d'éducation aux adultes, donc qui m'envoie dans la communauté. Donc, le rôle du CREP, en fait, est de déployer des services d'éducation dans la communauté. Donc, c'est pour cette raison que je m'étais retrouvée à la résidence donc des aînés dans l'Est de Montréal. Et comme j'avais un mandat d'éducation, je me suis dit, je vais aller voir à créer des partenariats avec différents organismes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Technoculture Club avec le projet Alpha Numérique. Et c'est donc à travers ce milieu que j'ai pu mettre en lien finalement les aînés et l'outil numérique dont certains avaient déjà eu comme contact, mais certains, en tout cas la plupart d'entre eux, n'avaient jamais connu l'existence et l'utilisation d'une tablette électronique. Et donc, moi, ma moyenne d'âge était de 88 ans. C'était fascinant de voir à quel point il y avait un très grand intérêt dans ce projet-là. Donc, on avait on n'avait pas nécessairement mis de délai, on avait organisé différentes activités. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là, hein, Audrey-Anne, que je dois parler du projet plus en détail. Oui, puis c'est sûr qu'on va avoir l'occasion d'y revenir dans la discussion, mais oui, peut-être positionner votre projet là, parce que ça va aider le public à comprendre. Oui. Vous voyez justement à l'écran, on a expérimenté 5 séances de formation. On est allé chercher des jeunes adolescents dans ce projet pilote pour voir un petit peu l'interaction, voir un petit peu la dynamique, comment ça allait s'installer. Ensuite, à la photo de droite, vous voyez justement des aînés en action dans ce projet. Et donc, à chaque séance, ça a duré 5 semaines avec justement les formateurs de Alpha Numérique qui sont venus nous soutenir parce que nous, on n'avait pas vraiment d'habileté, en tout cas pour l'utilisation des outils technologiques. Puis ça a été à travers eux, finalement, qu'on a pu mettre en contact ces outils-là avec les aînés. Donc, on voit quand même un très grand intérêt. On voit la posture des gens, ils se regardent. Il y a une belle relation qui s'est établie, intergénérationnelle, mais aussi avec l'outil. Quelquefois, avec certaines difficultés, quelquefois ici avec beaucoup de plaisir. Et donc, à travers les photos que vous voyez, je ne sais pas si on peut avancer ou c'était terminé, voyez-vous. On voit les enfants dans la photo de droite. Donc, ce sont des premiers contacts donc de grands-papas avec leurs petits-enfants. On voit ici à gauche la famille au complet
qui se trouve finalement confiné lors du mois d'avril, puisqu'on était encore dans cette résidence lors de la pandémie et du confinement. Donc, on avait utilisé là, cet outil-là pour créer des ponts avec les familles à l'externe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était très, très motivant. Et puis, ben, malheureusement, ce projet a dû s'arrêter suite à la pandémie qui est arrivée. Puis, du même coup, cet outil-là nous a servi. Mais on aurait aimé davantage mesurer les impacts de ça sur un long terme, chose qui n'a pas été possible pour l'instant, mais ce ne sera peut-être que partie remise. C'est exactement ce que j'allais dire en espérant que ce soit que partie remise. Puis c'est le fun que vous soyez là parce que justement, les aînés, on en a parlé, ça fait partie bien sûr d'un public qu'on doit s'intéresser dans ces enjeux-là, mais il y a différents groupes d'aînés, puis là, on parle vraiment d'aînés, mais on ne parle pas des 65 ans, on parle vraiment d'un autre groupe de personnes, puis c'était vraiment intéressant. Même pour nous, à Technoculture Club, ça avait été hyper enrichissant d'apprendre le rythme, voir c'était quoi les vrais besoins, pas ceux qu'on s'imagine, d'aller sur le terrain, bien comprendre les besoins. Donc, c'est vraiment le fun. On va pouvoir justement continuer à parler de tout ça. Je vais passer la parole maintenant à Richard. Richard, qui était avec nous à la première collation numérique, si vous y avez assisté, il est de retour parmi nous, mais son projet est très intéressant et c'était tout à fait à propos dans cette discussion-là. Donc, on est très content que vous soyez encore parmi nous aujourd'hui. Et avec plaisir d'être avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent déjà, c'est une répétition, mais ceux qui ne me connaissent pas, je suis le chargé de projet du projet Connect à la bibliothèque Atwater à Montréal, en face de l'ancien forum. C'est un projet qui est financé comme Alpha Numérique aussi par le programme d'échange en matière de littératie numérique par le gouvernement du Canada. Nous offrons gratuitement un soutien de la formation en littératie numérique à une communauté d'aînés surtout, largement mais pas uniquement anglophone à Montréal, dans les alentours. C'est-à-dire à tous ceux et celles qui auraient peur de se voir un peu dépensés par la révolution technologique que nous vivons actuellement. Bianca, si on peut passer à la première fiche pour que vous puissiez lire un peu en même temps. Excusez-moi. Le projet Connect, c'est moi, le chargé de projet. Il y a Liz et Nicolas, les animatrices, accompagnatrices qui travaillent avec moi. Il y a Ralph qui coordonne la salle des ordinateurs et des services numériques à la bibliothèque. Vous m'excuserez mes fautes de grammaire. Kim, il y a Kim, la bibliothécaire en chef. Tous les bénévoles qui nous accompagnent dans notre accompagnement et les coordos de nos partenaires qui nous permettent de rejoindre notre public cible, c'est-à-dire les accompagnés. Alors, on peut passer à la prochaine fiche. Les accompagnés, c'est des gens qui, par exemple, et j'en ai juste pris quelques-uns, mais vous les reconnaîtrez peut-être, ces genres de questions-là, c'est des gens qui doivent faire installer Internet dans un nouvel appartement. C'est des gens qui ont reçu un message inquiétant comme quoi leur Windows 7, leur système d'opération deviendra obsolète bientôt. Qui remarquent quelque chose de nouveau et d'étrange sur leur écran qui leur fait peur. C'est des gens qui ont peur de se faire ou de s'être fait arnaquer. C'est des gens qui savent pas quoi faire avec le iPad qu'on leur a donné ou vendu. C'est des gens qui doivent prendre un rendez-vous avec un médecin et que ça ne se fait qu'en ligne. Ils doivent se créer un compte. C'est des gens qui ont oublié leur mot de passe. Mais c'est des gens aussi qui voudraient faire le tri de leurs photos de voyage de famille, les numériser. C'est des gens qui voudraient faire publier le récit de leur vie qu'ils sont en train d'écrire, un livre de poésie, qui voudraient simplement pouvoir mieux communiquer avec leurs enfants et leurs petits-enfants, surtout en temps de confinement. C'est des gens qui sont curieux et curieuses. Donc, le projet Connect, c'est 5 programmes différents que l'expertise et les partenariats de la bibliothèque Atwater permettent d'offrir, soit des ateliers de pratique, des ateliers pratiques en groupe sur certaines thématiques, comme par exemple
la création d'un compte en ligne. Il y a une série de conférences qui s'appelle Digital Discussion. On invite des professeurs, surtout des universités avoisinantes, pour nous parler de leurs recherches. Il y a le Help Hub, qui est une aide personnalisée, 1 à 1, avec un accompagnateur, une accompagnatrice, soit en personne normalement ou depuis le début des confinements au téléphone. Il y a le Peer Café, qui est un genre de groupe de travail et de discussion et d'apprentissage qu'on fait en pair. C'est mon préféré, c'est mon bébé à moi, ça, ce programme-là. Et finalement, un roadshow qu'on appelle, où c'est une série d'ateliers mobiles où on va avec nos ordinateurs et nos tablettes dans des centres communautaires et des résidences pour personnes âgées pour mener des ateliers, des activités favorisant la littératie numérique des participants. Et finalement, peut-être depuis mars, depuis qu'on est confiné, on a commencé à produire une série de capsules vidéo qui offrent des éléments de réponse à des questions qui reviennent tout le temps, que nous produisons nous-mêmes et ensuite diffusons sur YouTube pour ceux et celles qui voudraient ces liens-là, qui décrivent nos programmes, qui voudraient être en communication avec moi pour d'autres informations ou pour partager ces vidéos-là, les ressources qu'on est en train de créer, avec plaisir de communiquer avec vous. Bien sûr, puis nous aussi, on va pouvoir partager ça. Donc, si vous êtes sur Zoom, ça va être... on va pouvoir vous les partager dans le clavardage. On va les mettre sur Facebook aussi. Puis bien sûr, vous pouvez également nous écrire à Info Alpha Numérique. Là, on va vous transmettre les liens avec plaisir. C'est aussi le but là, de faire rayonner les projets de tout le monde. Malheureusement, je vois que Claude du Chemin, qui était censé nous rejoindre, on n'a pas réussi à le reconnecter. On va faire comme à la radio, en fait, on va tenter de le rejoindre et s'il se joint à nous en cours de route, on va être heureux de pouvoir l'accueillir. Donc, on va pouvoir commencer la conversation, puis s'il se joint à nous en cours de route, bien, on pourra le présenter à ce moment-là. On va être très content de l'accueillir. Et puis, tant mieux s'il peut joindre à nous. Sinon, ce sera que partie remise. On l'invitera sur un de nos autres événements qui aura lieu un petit peu plus tard. Donc, je vous inviterai à rallumer vos caméras, tout le monde. Merci pour vos présentations. Je pense qu'on comprend bien tout le monde pourquoi vous êtes là. Vous avez tous des profils variés, puis ça va nous permettre de couvrir, je pense, assez largement les enjeux de la littératie numérique, puis surtout de l'inclusion numérique. Mais pour être sûr qu'on comprenne bien aussi, parce que la question, bien sûr, c'est est-ce que le numérique, c'est un facteur d'inclusion ou d'exclusion? Bien sûr, il n'y aura sûrement pas de réponse noire ou blanche à cette question-là. Je ne pense pas que c'est le but non plus, mais de peut-être bien apporter des nuances puis d'explorer certains angles morts peut-être par rapport au numérique. Fait que j'irais de cette première question-là pour qu'on comprenne bien, c'est de manière générale, vos publics respectifs, eux, c'était quoi leur rapport au numérique, leurs craintes, leurs peurs ou même curiosité positive ou négative, qu'on comprenne bien les enjeux qui les touchent pour l'accès au numérique. On va pouvoir procéder un peu à tour de rôle, comme on s'était dit, on va faire ça un peu de manière organique. On peut lever la main, je vais vous passer la parole, puis on peut rebondir sur les interventions de chacun. Là. Le but, c'est vraiment qu'on puisse mettre en commun toutes nos expériences. Donc, je vais passer la parole peut-être à Jade. Oui, bien, exactement comme tu viens de le dire, Audrey-Anne, ce serait difficile pour moi de dire c'est l'inclusion ou c'est l'exclusion, parce que d'un côté, ça permet une meilleure inclusion, puis de l'autre, tout à fait l'inverse. D'abord, ce que j'aimerais, ce qu'on a vraiment observé auprès de nos clientèles de 16 à 35 ans qui fréquentent nos services, dont le programme Amafuté, c'est qu'il y a vraiment comme une dichotomie de maîtrise de l'informatique. Ça dépend si on est sur une tablette ou un cellulaire ou si on est sur un ordi avec souris, puis suite Microsoft Office. Fait que vous comprendrez qu'évidemment, nos participants sont beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est du pitonnage. Donc, les pouces se font aller, ça, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, pour swiper. Mais quand il vient le temps de utiliser une souris, aller mettre à jour ton antivirus, aller accéder mais, sur l'ordi ou tout ça, nous autres, le défi se situe à ce niveau-là. Parce qu'en fait, parfois, justement, vu qu'ils sont peu scolarisés, ils n'ont pas été en mesure d'avoir accès à des labs informatiques. Certaines, oui, mais des fois, ça redate à longtemps.
À la maison, souvent, ils n'ont pas nécessairement les moyens de se procurer un portable ou une tour. Fait que ça va être plus, on va y aller, ils vont comme s'ils ont des choix à faire là, dans leur budget, ils vont y aller avec la tablette parce que la tablette vient combler le. Je peux autant aller sur Facebook dans l'occupationnel Candy Crush, puis en même temps, je peux quand même aller sur mon accéder. Fait que, la tablette est comme plus versatile, je dirais, là, en tout cas pour la génération des 16-35 ans. Fait que nous autres, c'est ça, c'est qu'on voit une grosse différence à ces deux niveaux-là. Puis là, on est comme en ajustement. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on essaie beaucoup de les amener à utiliser les portables. Donc, nous autres, l'utilisation qu'on en fait, c'est qu'on a utilisé l'organisme OPEX qui, faire une longue histoire courte, prennent des ordinateurs usagés, les remontent, puis les vendent à faible coût. Puis nous, on a même eu une subvention, on les a eu gratuits. Donc, on a fourni des ordinateurs portables à toutes les mamans. Fait qu'on les a équipés. Donc, nous, ça fait partie de notre mission là, de les amener à développer une aisance à utiliser le traitement de texte puis tout ça. On a même développé à l'interne des petits ateliers de littératie numérique, justement. Mais par contre, de l'autre pendant, on essaie nous-mêmes de rester à jour et d'utiliser les tablettes. Puis là, on est en train de faire l'acquisition de tablettes, de se dire, il ne faut pas non plus essayer de rentrer un rond d'un carré. S'ils n'en ont pas de besoin et que ce n'est pas nécessaire, mais c'est à nous aussi de dire, bien, on va développer notre petit doigt ici et on va utiliser la tablette. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que déjà, on met le doigt sur quelque chose, c'est d'un, de ne pas voir les publics de manière monolithique, mais aussi les technologies de manière monolithique, parce que des fois, on va faire, oui, la littératie numérique, mais en effet, il y a plusieurs degrés, puis je pense que ça effleure un peu ça, l'ordinateur, la bureautique, toutes ces choses-là, ça en fait partie, puis on n'est pas dans les mêmes besoins ni les mêmes objectifs d'apprentissage, donc c'est vraiment quelque chose à considérer. Pour vous, Marlène, est-ce qu'il y avait un rapport à la technologie? Je pense qu'il était peut-être plus l'inconnu. Peut-être pas oublier d'ouvrir ton micro. Effectivement, les défis étaient grands. Il y avait un intérêt d'apprendre pour découvrir parce que on était dans une belle aire d'aller avec ce groupe-là. Les gens étaient très impliqués. En fait, il faut comprendre qu'ils avaient accès à une salle communautaire. Puis quand moi, j'ai commencé à travailler avec eux, en début d'année, en fait, en février 2019, on avait à développer, en fait, ce lien de confiance-là, puis à travailler ensemble pendant tout le processus. Comme c'était un projet pilote que la commission, la CSSDM, voulait mettre en place, donc travailler à appliquer le programme d'intégration sociale au sein de cette population-là, il fallait quand même chercher à innover un petit peu dans la pratique habituelle. Nous, en fait, on rejoint des populations dans les milieux. Donc, pour une première, c'était de se retrouver dans une résidence de personnes âgées ou donc de comprendre un petit peu les besoins de ces personnes-là. Ça a été un petit peu le défi, en fait, dans toute l'implantation du processus. Pour ce qui est du projet comme tel, c'est du contact direct avec les appareils. Déjà, je pense qu'ils étaient très ouverts à apprendre. Pour la plupart, hormis 2 personnes peut-être sur l'ensemble des 12 personnes qui ont participé, ces 10 personnes n'avaient jamais eu de contact avec l'appareil. Donc, ils n'avaient pas nécessairement de crainte parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais évidemment, quand ils se sont retrouvés sur cet appareil-là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de limitations au niveau de la manipulation de l'outil. Donc, il fallait s'assurer de trouver des supports pour maintenir l'appareil de façon à ce qu'il puisse utiliser seulement le doigt là, pour aller sur l'écran. Évidemment, le fait d'avoir certaines problématiques au niveau de la motricité fine due à la vieillesse, là, tout ça, ça a créé des enjeux. Donc, il fallait régler les paramètres. Donc, il y a eu une mise en place pour l'utilisation des outils, mais ça n'a pas été simple au début. Pour justement s'assurer que ça s'intègre super bien, on a travaillé autour, en fait, surtout dans l'animation, dans le confort des activités. On s'assurait qu'ils étaient tous bien accueillis, qu'ils étaient tous bien installés, qu'il n'y avait pas de barrière au niveau du son, au niveau du bruit, au niveau des lumières autour, donc pour qu'ils puissent être le plus ouverts à l'activité possible. On avait même prévu des bonbons, puisque certaines séances, c'était très simple. Dans le fond, nous, c'était vraiment d'aller chercher à stimuler l'intérêt de la personne âgée avec différentes petites portions d'activités qu'on faisait toutes simples. Simplement, par exemple, faire des photos.
Donc, prendre le temps de se déguiser un petit peu, mettre un chapeau rigolo, de prendre en photo, de faire rire l'autre, de monter la photo à l'autre, de se voir aussi sur un écran. Avant, l'appareil, hein, vous le savez, là, tout le monde, on prenait une photo puis on savait dans 2 semaines si la photo était belle. Mais là, de se voir de façon instantanée, c'était une surprise. Les gens étaient très curieux. Hein? Tout ce qui est mécanique en arrière de l'appareil, comment se fait-il que je me retrouve là? Comment se fait qu'on entend ma voix? C'était drôle, c'était très, très drôle. Donc, il fallait amener ça avec légèreté. Puis je pense que l'équipe d'Alphanumérique a amené cette légèreté-là dans leur façon d'être, tout simplement, dans le choix des mots, dans la présence physique, puis d'avoir aussi des gens autour pour l'entourage, c'est-à-dire la personne qui vient s'ajouter à l'équipe, qui vient comme bénévole, par exemple, pour assurer les personnes qui étaient un petit peu plus craintives. Mais en général, il y avait une ouverture, une très belle ouverture. C'est déjà un bon premier pas, si on peut dire. Premier pas. Puis, oui. Sans vouloir mettre les aînés ils font partie des groupes qu'on veut parler aujourd'hui, mais justement, on parlait de l'adaptation. Puis là, je ne veux pas faire de raccourci et d'amalgame en disant aîné égale handicap, mais l'idée de l'handicap dans les publics cibles qui sont plus à risque de vivre l'exclusion, en fait, ça revient à ça, on ne parle pas nécessairement des aînés, mais de dire est-ce que l'appareil est adapté, puis justement, est-ce que ça fonctionne pour lui, peu importe la difficulté qu'on vit, si de prime abord, on a bien beau mettre la meilleure formation au monde, la meilleure activité, si on n'est même pas capable de prendre dans nos mains l'appareil, on vient de sauter une étape. Là. Donc, il y a ces petits éléments-là à considérer avant même d'amener du contenu, en fait, qu'il ne faut pas oublier, puis qui participe à l'inclusion des personnes aussi. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin, mais est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? Donc, c'est extrêmement intéressant. Je sais que Richard, vous travaillez aussi avec les aînés. Est-ce que c'est ça, c'est différent vu que ce n'est pas dans leur milieu de vie? Ça doit changer aussi un peu le rapport au numérique? Ben, on travaille aussi avec eux dans leur milieu de vie. On va dans leur résidence, puis même dans leur maison pour travailler avec eux un à un. J'apprécie ce que tu décris, Marlène, comme leur ouverture, puis leur curiosité. C'est ce que je veux jamais oublier, parce qu'il est trop facile d'écrire uniquement la peur qu'on a quand on écoute seulement les nouvelles, puis on ne connaît pas ce dont ça parle, mais que ça a l'air dangereux, puis les gens ont perdu de l'argent. Il y a beaucoup de peur avec laquelle on arrive en contact avec le numérique. Il y a aussi donc l'ouverture, l'intérêt, la curiosité avec laquelle notre clientèle nous approche, m'impressionne toujours. Mais ce que je voudrais peut-être rajouter, ce serait la nécessité. On n'a pas le choix presque d'être en mesure de remplir un formulaire en ligne pour faire renouveler ses prestations. On n'a pas le choix de pouvoir créer un compte en ligne pour prendre rendez-vous avec son médecin. On n'a pas le choix de savoir comment communiquer avec ses enfants sur WhatsApp ou Facebook, pas parce que ces affaires-là nous intéressent, mais parce qu'on veut être en lien, en contact, surtout alors que le confinement nous était tombé dessus. Finalement, on n'a pas le choix. C'est nécessaire de pouvoir accéder au monde qu'il y a sur Internet pour mieux participer activement à notre propre vie. En tant que citoyen, notre vie personnelle, bien sûr, mais aussi par rapport aux soins de santé. Si notre médecin nous décrit un résultat d'un test ou un quelconque diagnostic, c'est facile de rester passif devant tous ces mots-là, toutes ces informations-là, mais de pouvoir aller s'informer de sources sûres permet de participer dans sa
dans ses soins. Et c'est une des choses qui revient souvent dans la gestion de nos propres finances aussi. Il y a une nécessité que l'Internet représente pour les gens avec qui on travaille, qui est plein d'affects, de peur et de doutes, de peur de cette technologie-là, mais aussi de doutes sur soi. Je ne serais jamais capable, je ne suis pas en mesure de... mais aussi des affects positifs de curiosité ou d'ouverture. Tout cela revient de la nécessité. C'est surtout ça que je voudrais retenir. Mais ça fait en fait un bon point avec, justement, c'est la prochaine question que je voulais vous poser, c'est pourquoi justement on en est venu à vouloir utiliser le numérique dans vos projets respectifs. Puis c'est une partie de la réponse que vous avez donnée, Richard, mais justement, du côté de Marlène, ou peut-être c'est pas intuitif d'amener ces années-là qui n'avaient jamais été en contact, qui n'en ont peut-être même jamais fait la demande, ou même, je sais pas, des gens qui se sont toujours organisés d'une autre façon dans vos publics. Pourquoi on se dit, OK, même si ces personnes-là ne sont pas connectées, n'ont peut-être même pas d'appareil, n'ont peut-être pas, pourquoi on décide d'aller vers un projet, vers le numérique, puis qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour que ça soit possible? Je peux peut-être répondre. Ah oui. Ah. Je suis ouverte, là, mon micro est ouvert. En fait, moi, je vais être honnête, là. C'était au moment où j'ai rencontré ma directrice adjointe au CREP, le Centre des ressources éducatives et pédagogiques, qui me dit, Marlène, tu sais, hein, ici, on a des trousses complètes, là, avec des iPads, avec des outils là, que tu peux utiliser avec tes aînés. Puis moi-même, j'avais une appréhension à entamer un projet semblable parce que à la base, je me disais qu'il fallait que je le maîtrise moi-même avant. J'avais beaucoup d'appréhension au niveau de la tablette. Je n'avais pas utilisé beaucoup cet appareil-là. Puis j'ai pris mon cellulaire pour la première fois il y a 2 ans seulement. Donc, je me sentais là, très loin, en fait, de certaines personnes qui avaient, eux, développé beaucoup de compétences. Puis je me disais, donc, OK, je vais tenter l'expérience, je vais utiliser la trousse iPad. Donc, ça a été ça le point de départ. Donc, de me lancer un peu dans ce projet-là, en sachant pas trop ce que je voulais avoir ou atteindre comme objectif. Et j'avais l'intention d'aller chercher des partenaires parce que je me disais, bon, si je veux leur faire aimer le projet, il faut que je sois avec des personnes qui soient compétentes et qui sachent, eux, comment l'enseigner, parce que ça s'enseigne, ça s'apprend. Je me dis, même si tu es une personne aînée, il y a toujours des bienfaits. Dans le fond, ça peut aussi être justement très bon pour la stimulation cognitive. Il y a toutes sortes d'applications super intéressantes qu'on n'a pas nécessairement pu connaître, étant donné que ce projet-là s'est interrompu là, dans la première semaine finalement de la pandémie. Mais moi, comment je les ai stimulés à développer leur intérêt, c'était en leur disant, bien, écoutez, vous allez pouvoir peut-être communiquer avec vos enfants, vos petits-enfants. C'était un peu la partie émotive là, que je suis allée chercher chez la personne en me disant peut-être que ça va les intéresser. Puis de fil en aiguille, c'est pour ça que je mets beaucoup l'emphase sur l'ambiance, sur le rapport des formateurs versus les apprenants, parce que c'est sûr que nous, si on est enthousiasmé, les gens vont l'être autant. À côté de nous, ça c'est certain. Je le vois dans plusieurs de mes rapports avec les gens. Et je me suis dit, il n'y a pas personne. J'avais reçu en fait un groupe d'étudiants du collège de Maisonneuve qui, eux, voulaient rencontrer un public pour présenter une animation. Puis en fait, on avait commencé avec ça, à savoir qu'on n'est pas si loin finalement d'être proche d'apprendre à connaître cet outil-là parce que les aînés, passé à travers tellement d'étapes donc, ils ont passé à travers les étapes de la télévision, le radio, les disques, les CD. Donc, si eux sont... donc, c'est de leur démontrer finalement qu'ils avaient la capacité de passer à travers ces apprentissages-là et qu'ils l'avaient déjà fait à travers leur vie. C'est comme ça que j'ai abordé le projet. Puis j'avais aussi mon beau-père, en fait, qui était aussi une personne aînée de 77 ans, qui, lui, avait envie de participer comme bénévole à mon projet. Et puis, bien, il m'avait aussi nommé, ça serait important qu'on leur fasse comprendre, tu sais, qu'ils ont passé à travers toutes ces connaissances-là. C'est un peu, en fait, à travers sa suggestion, finalement, que je me suis dit, OK, on va essayer d'aller les chercher au niveau émotif. On va mettre de la balance, on va les rassurer, puis on va aussi leur faire comprendre qu'ils sont encore capables d'apprendre malgré leurs limitations, par exemple.
Oui, bien, j'aimerais ça qu'on revienne après, justement, parce que ben, tu sais, je suis un peu au courant de ce qui s'est passé. Je pense que ça va répondre peut-être à plusieurs questions que les bibliothèques et les organismes se posent. C'est comment on peut faire pour susciter l'intérêt. Puis je pense que vous en avez fait un bel exemple, puis ça vaudrait la peine qu'on l'aborde. Mais je voulais voir avec Jade, justement, de votre côté, vous, est-ce que c'était un incontournable? Est-ce qu'il y avait plus de réticence, vu que clairement, le public est plus jeune de votre côté, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on veut essayer de faire, éviter les raccourcis puis de dire jeune égale techno, là, c'est justement ce qu'on ne veut pas faire ici. Donc, de voir, tu sais, justement, est-ce que ça a été plus facile ou au contraire, c'est les mêmes défis de mettre en place un projet numérique? Oui, bien, nous autres, c'est sûr que ça allait de soi avec, ne serait-ce que pour la période académique, où est-ce que les filles sont amenées à faire des recherches, du traitement de texte et autres. Euh, Ça a été, je pense que ça a bien été, mais encore une fois, je reviens à mon point que je vais revenir sûrement tout le long de la rencontre, c'est que oui, elles ont une aisance sur tout ce qui est établi, tout ça. Le défi, ça a été de les amener à avoir l'utilité aussi d'avoir un ordinateur. Puis quelles sont ces utilités-là? Je reviens à ce que Richard me met tantôt. C'est quand il faut que je fasse ma demande de RQAP, là, mon iPad, peut-être un petit peu moins intéressant à ce moment-là. Quand il faut que j'aille dans mon dossier de l'ARC, de l'Agence du revenu du Canada, fait que, tu sais, nos mamans qui ont des enfants sont souvent amenées à aller, tu sais, pour des allocations parentales, aller dans mon dossier de Revenu Québec, etc. Fait que vous voyez le portrait. Fait que nous autres, c'est un peu comme ça qu'on a justifié aussi l'avantage de développer des connaissances à utiliser une tour, un portable, des logiciels. Euh, Comment on a réussi à les gagner aussi, c'est en parlant du faux sentiment de sécurité qu'on peut avoir sur une tablette qu'un téléphone. Tu sais, on dirait que des fois, tu sais, ma visa est rendue là-dedans, mon compte accéder est là-dedans, puis on paye avec ça. Puis on dirait que ça devient comme une extension de notre bras. Puis finalement, bien, contrairement peut-être aux personnes âgées qui ont peur de se faire arnaquer, je sais pas, nos jeunes, eux autres, ils font confiance à tout le monde. Fait que je fais des généralités, mais c'est un peu ce qu'on remarque. Les autres sont un peu plus dans le moment présent, puis on verra, mais que le problème arrive. Fait qu'on travaille beaucoup en prévention. Je sais qu'il a été nommé aussi tout ce qui est par rapport à la gestion de l'information, discerner le vrai du faux sur les internets. Puis tantôt, ce que Marlène nommait, je pense que d'offrir un milieu d'apprentissage qui va être chaleureux, qui va être accueillant, qui va, tu sais, la petite collation, là, tu sais, c'est de venir créer une émotion, dans le fond. Fait que si vous, c'est un petit truc là, que je vous donne at large, là, mais je pense qu'il peut s'appliquer ici si vous avez des ateliers numériques à faire, essayez de créer une émotion. Fait que si c'est en présentiel, offrir le café et les beignes, si c'est à distance, faire livrer un petit quelque chose à vos participants, ça, c'est vraiment gagnant. C'est un petit quelque chose que je m'étais pris en note tantôt. Mais oui, c'est pas mal ça. Mais en fait, c'est d'aller miser sur l'utilité, en fait. C'est de peut-être oui, exactement. C'est ça. de peut-être réduire notre offre, notre accompagnement à des services plus simples, mais d'être bien au courant du besoin. En effet, dans d'autres cas, ça peut être bon, on évacue la tablette, tout ça, mais on s'attarde à d'autres choses de très pratico-pratiques avec un accompagnement concret. Des fois, on veut bien faire puis on veut multiplier l'offre avec plein de bonnes intentions, mais finalement, à vouloir parler à tout le monde, on parle à personne. Là. Donc, aller peut-être plus s'assurer des besoins ou réduire un peu notre angle. Ça peut avoir de l'air contradictoire de dire que peut-être que en réduisant, quand on veut viser l'inclusion, mais peut-être que c'est la solution d'être plus ciblé, peut-être. Oui, exactement. Tu sais, dans le fond, c'est d'avoir une utilisation saine de nos appareils électroniques, finalement. Là. Fait que, tu sais, c'est ça, comme je vous disais, il y a le parallèle. On va vous outiller les filles à utiliser un portable. De l'autre côté, on va vous aider à utiliser votre tablette autrement, tu sais, parce que, comme je vous disais, on les amène aussi à développer les compétences parentales, santé, bien-être. C'est une approche globale, nous autres. Fait que, sur ta tablette, as-tu pensé mettre les recettes de Ricardo Cuisine pour développer des menus santé pour les enfants? Fait que, c'est vraiment... Fait que nous autres, c'est au quotidien qu'on utilise les internets, le numérique. Puis, juste un petit point aussi, pour nous, on travaille avec des intervenantes qui sont en lien avec le projet.
on s'assure d'avoir tout le temps quelqu'un qui est à l'aise justement avec le numérique, comme Marlène le nommait. Fait que, au moins, ou qui est en mesure d'aller chercher la formation au besoin, là, mais on essaie d'avoir quelqu'un proche qui va pouvoir être une référence finalement. Oui, exactement. C'est super intéressant. Vous, de votre côté, est-ce que Richard, le numérique, je pense que vous avez d'autres exemples aussi de comment vous avez pu contourner. Je sais qu'il y a les lignes téléphoniques aussi. C'est peut-être voir qu'en effet, on essaie de former des gens en numérique, mais comment on fait s'ils n'ont pas l'appareil, s'ils n'ont pas l'accès? Est-ce qu'on ne crée pas une autre forme même avec nos bonnes intentions, une autre forme d'exclusion? Est-ce que c'est ces solutions-là où on a d'autres moyens que le numérique pour former au numérique, ce qui peut être un peu... En fait, ce que je veux dire va rejoindre une couple de choses qu'on a déjà dit. Je commencerai par remarquer que moi, les personnes avec qui je travaille viennent à nous demander de l'aide avec le numérique. Donc, leur intérêt est déjà marqué. Quoique, le fait de savoir que je ne sais pas comment faire ou ne correspond pas nécessairement avec je me sens en mesure d'apprendre. Donc, souvent, je ne sais pas comment faire, je ne comprends pas, puis l'affect de je ne serais pas en mesure de l'apprendre, peux-tu juste le faire à ma place? Fait que c'est moins de susciter l'intérêt qu'il faut que je travaille, moi, parmi ma clientèle, que de leur faire croire qu'ils sont en mesure d'apprendre. Et pour rejoindre, je pense que c'est Marlène qui parlait de ça, leur expérience d'avoir vécu des inventions par le passé, des nouvelles choses par le passé, et le simple fait que la plupart de ce qu'on décrit comme numérique, c'est une simple métaphore de ce qu'on vit dans le tous les jours et dans le concret. Le bureau de notre écran, c'est le bureau de notre bureau. La liste des contacts, c'est comme les façons d'organiser des fichiers, c'est comme des fichiers dans des anciens tiroirs. So, je me trouve souvent à aller chercher le savoir puis l'expérience qu'ils ont déjà pour faire comprendre que c'est du possible qu'ils puissent apprendre et maîtriser, se sentir en confiance. Et par le fait même, comme disait Jade, c'est pas parce que on est jeune puis qu'on a un téléphone cellulaire dans nos poches depuis des années, depuis toujours, qu'on est en mesure de comprendre ce qui se passe, premièrement, parce qu'on ne se pose pas nécessairement la question, et surtout pas en mesure, moi c'est mon cas, d'être en mesure d'expliquer à ma grand-mère comment ça marche, comment faire fonctionner. Il y a les experts au magasin Apple, puis on peut prendre rendez-vous avec eux, mais souvent les retours que j'ai, c'est ils m'ont parlé pendant 20 minutes, j'ai rien compris, puis j'ai certainement pas rien retenu. C'est-à-dire, ou les magasins où on nous vend les téléphones, c'est pas dans leur modèle d'affaires de faire en sorte qu'on comprend, qu'on soit en mesure de maîtriser nous-mêmes. C'est presque comme ils veulent qu'on reste passif, puis qu'on accepte, puis qu'on soit d'accord qu'on doive acheter un nouveau téléphone, etc. So, des petits bémols pour éviter, comme tu dis, Audrey-Anne, de stéréotyper les aînés ou les jeunes, etc. C'est peut-être aussi de valoriser les différentes compétences que ça prend pour naviguer sur le numérique, c'est-à-dire qu'on peut être très fonctionnel sur un appareil, mais on a toujours à apprendre ou on peut aller chercher du côté peut-être éthique, peut-être aussi justement critique, la sécurité. Tu sais, je pense que ça évolue tellement vite qu'il faut valoriser cet apprentissage-là. Puis ça fait partie d'une inclusion parce que si on laisse les gens peut-être à juste, OK, maintenant vous savez utiliser l'ordinateur, vous savez utiliser votre tablette, c'est fini. Mais je crois qu'un moment donné, on va les perdre aussi de toute façon. Fait que c'est un peu dans l'idée qu'il faut nous-mêmes et valoriser ça, l'apprentissage. Je pense qu'on peut revenir, Marlène, à l'idée de... Parce que je trouve que c'est vraiment une approche intéressante. Puis je suis sûre que Jade aussi, vous allez pouvoir
rebondir là-dedans, sûrement que vous avez mis en place ça, c'est l'idée que la fameuse question, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont vraiment fermés, qui n'ont pas d'intérêt ou qu'ils se disent que c'est carrément pas pour eux quand clairement on comprend maintenant que dans notre société numérique, c'est impossible que ça soit pas pour nous. On n'est pas tous obligés de devenir des experts, mais ça nous prend, comme on valorise l'alphabétisation en disant que c'est un critère pour être plus autonome dans notre société, mais le numérique, c'est rendu un peu la même chose. La littératie numérique, au moins de base, c'est devenu un élément qui nous permet de fonctionner. Donc, c'est pas vrai, même si on a 90 ans, que c'est pas pour nous. Puis, je pense que si tu veux raconter ce qu'on avait fait, je pense avec la causerie, justement, qui a suscité un intérêt vraiment marqué. Puis, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être répété dans d'autres organismes, dans d'autres milieux. C'est qu'au lieu de juste offrir une offre de formation en disant c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, bien, il y a eu une étape avant, je ne sais pas si tu veux en parler, Marlène, qui a été vraiment super intéressante, je crois. Tu parles de l'étape de travail. La causerie, puis tout ça que... La causerie. Oui. Oui. Ben, dans le fond, c'est le département de bibliothèque, de gestion des documents au Collège de Maisonneuve. Technique de la documentation, excusez-moi. C'est de ça que tu veux que je parle? Non, je voulais qu'on parle justement de toute la causerie sur l'évolution du numérique qui, justement, avait amené des gens à vouloir s'inscrire maintenant qu'ils avaient compris qu'en effet, ça pouvait être pour eux. Oui. En fait, la programmation d'activités à la résidence, c'est mensuel. Donc, j'avais eu l'occasion de rencontrer les filles pour déjà faire un premier pas pour rapprocher, dans le fond, le public et la technologie. Donc, l'équipe d'Alpha Numérique avait présenté une vidéo, pas une vidéo, excusez-moi, une présentation PowerPoint dans laquelle on pouvait trouver les différentes innovations technologiques. Puis, ils avaient apporté aussi des outils, pas des outils, mais des disques, des radios, pour qu'elles puissent évidemment le toucher à tous ces appareils-là pour ajouter en fait un peu plus d'expérience, de plaisir à l'expérience. Puis, donc, c'est vrai que là, ils se sont sentis compétents. Là, ils se sont sentis capables. On dirait que c'était un premier pas pour eux de prendre conscience de toutes ces connaissances qu'ils avaient eues à apprendre au fil des années. C'est sûr que certains, si on parle de l'utilité, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui sentaient qu'il y avait une utilité à leur âge. Même une m'a dit, de toute façon, moi, j'ai terminé, je ne veux plus apprendre, c'est terminé. Je me disais, venez donc voir. Puis je pense que c'est celle qui était la plus motivée et intéressée à toucher puis à revoir tous ces outils technologiques-là. Donc, finalement, ça a été une bonne mise en place pour offrir l'atelier. Finalement, il y avait eu peut-être une vingtaine de personnes qui étaient en participation dans la grande présentation avec l'équipe d'Alpha Numérique. Puis ensuite, on avait justement réussi à avoir une douzaine de personnes, dont 2 qui avaient des outils technologiques. Il y a eu des personnes qui se sont désistées, mais grosso modo, il y avait un intérêt là, pour 8 personnes environ. Mais donc, cette prémisse-là. Une bonne rétention suite à ça, parce que je sais quand on discutait, tu n'étais pas sûr du nombre de personnes. Tu disais, je ne suis pas sûre que ça va intéresser beaucoup de monde, que ça va être facile d'aller les chercher. Puis suite à ça, justement, je pense que, comme je te disais, il y a la confiance, valoriser leur capacité d'apprentissage, c'est ça. Puis, je me souviens que tu avais fait un gros succès, le vidéo du petit gars qui essaie d'utiliser un téléphone à cadran puis qui n'est pas capable. Ça avait eu un succès fou parce que, justement, là, on montrait à ces gens-là comment eux avaient, en fait, des compétences au lieu de se sentir tout le temps en dessous et dépassés. Là, on leur montrait que non, même dans certains éléments, il y avait plus de connaissances que d'autres, donc ils pouvaient continuer à apprendre. Donc, c'est un exemple, mais c'est pour ça que des fois, juste en mettant la programmation comme ça, si on ne voit pas l'utilité et qu'on ne met pas en place d'autres éléments avant, bien, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile d'aller rejoindre ces gens-là. Je ne suis pas sûre que les gens se présentent à toi, Jade, en disant « Je veux apprendre la bureautique aujourd'hui, ça va m'être utile. » Il y a sûrement un travail aussi à faire en amont pour pouvoir amener les gens vers vous. Oui, bien, c'est plus qu'ils vont, si on parle, mettons, des formulaires ou l'utilisation au quotidien du numérique, ça va être plus qu'ils vont se présenter avec un problème. Justement, j'ai un problème avec l'impôt, il faut que j'aille dans mon dossier, quoi que ce soit. Puis là, ça va être de l'amener à développer la compétence à travers son besoin exprimé. Fait que ça aussi, ça peut être comme un sous-objectif, là,
il peut arriver avec un besoin exprimé, puis nous, à travers ça aussi, on va aller développer des compétences numériques par la bande, en fait. Là. Puis, si j'avais un conseil aussi à offrir, c'est que faut que ça se fasse en 3 étapes. Il ne faut pas dire à personne, ben voici le clavier-souris, bonne chance, je vais être là si tu as des questions. L'important, c'est de d'abord faire pour. Fait qu'on le fait pour lui, regarde, observe-moi, faire avec. Fait qu'il regarde bien, on dit qu'on le fasse ensemble et finalement faire faire. Fait que, ça se fait progressivement. Faut pas que la personne qu'elle puisse vivre des réussites. Il faut que ça se fasse de façon graduelle. Fait que, je vois Marlène, j'ai l'impression que c'est 0-100 ans, là, ça s'applique à tout le monde. Là, tout le monde veut vivre des réussites, puis il faut que ce soit accessible. L'objectif soit accessible finalement. Fait que c'est ça. Puis en fait, oui. C'est super intéressant. Vous, Jean, est-ce que comme dit, les gens se présentent à vous avec un besoin. Est-ce que les projets ont découlé de ça? Comment vous les avez mis en place justement pour répondre à leurs attentes, en fait? Ben, les 5 sortes de programmes qu'on run à la bibliothèque, c'est un peu déjà ce que la bibliothèque faisait d'avance, avant qu'on ait le financement pour offrir ça surtout gratuitement. Mais oui. Mais pour répondre à la question de comment stimuler puis intéresser les gens à cet apprentissage-là, je vais revenir à mon programme bébé, là, le Peer Café, le groupe de discussion que j'ai les lundis après-midi avec une gang, surtout de madames. Il y a des fois des messieurs, mais c'est surtout des madames, il faut s'admettre, qui, eux, ce qu'ils en sortent après une discussion de 2 heures à tous les semaines ensemble, c'est souvent les mêmes gens, pas tout le temps, mais c'est le sentiment d'avoir passé du temps ensemble. D'offrir une plateforme numérique comme moyen d'être ensemble, puis moyen de prendre contact, motive à vouloir apprendre comment ça marche. Puis là, par rapport à l'usage de l'expérience qu'on a déjà, des savoirs qu'on a déjà, d'avoir expliqué une semaine à madame comment changer son nom sur l'écran Zoom. Puis là, la semaine d'après, elle s'en est souvenue parce qu'on lui a demandé de changer son nom, puis elle l'a refait tout de suite sans nous demander comment faire. Puis l'autre madame, la nouvelle, qui est arrivée cette semaine-là, qui dit « Ah, je ne sais pas comment faire ça, moi. » Madame en question lui explique, je n'ai pas besoin de le faire. Ça, de voir que madame, elle peut se mettre, on lui offre l'occasion de se placer dans une position d'experte, comme la vidéo que vous décriviez là, pour dans la causerie que vous décriviez tantôt, que j'ai trouvé super beau. J'aimerais ça, cette vidéo-là, d'ailleurs. Mais je pense que ça met le doigt sur quelque chose. Peut-être aussi l'une des façons de favoriser l'inclusion avec le numérique, c'est peut-être pas juste d'envisager le numérique, puis ça comme en soi, est-ce que c'est oui ou non un facteur d'inclusion ou d'exclusion, mais peut-être voir le processus aussi. Je vois que cette activité-là, clairement, doit créer des ponts, doit sûrement briser un peu de solitude, puis c'est amener les gens quand même vers l'inclusion. Sûrement que c'est un peu la même chose pour vous de votre côté. Est-ce que ça, vous l'avez senti? Est-ce que vous pensez que ça mériterait d'être plus valorisé? Ou je ne sais pas, des fois, c'est plus difficile à quantifier comme succès, mais est-ce qu'il y a autant d'efforts qui est mis sur le résultat que le processus? Est-ce que ça vaut la peine? Vas-y, Richard. Vas-y. Ben, je ne sais pas si j'ai compris la question, mais moi, le gros du travail pour moi, mon apprentissage que je fais, c'est de réaliser à quel point je pense rapidement en mode réponse, puis en formule indicative, plutôt que de rester sur le mode de questionnement, puis en interrogative. Quelqu'un me demande une question, je lui repose une douzaine de questions. Puis dans le processus,
par leur réponse à ces questions-là, ils découvrent eux-mêmes la réponse qu'ils cherchaient, qu'elle était là sur l'écran, qu'elle était là dans leur bagage de savoir déjà. Ça peut être un bon conseil pour l'accompagnement, en fait, d'agir de cette façon-là dans l'accompagnement. De votre côté, le processus, est-ce que ça a changé quelque chose? Vous pensez, est-ce que ça a favorisé l'inclusion numérique ou c'est vraiment plus la formation ou le rendu? Ben, moi, c'est quelque chose que je pense que Richard m'a amené la réflexion vers ça. C'est que nous autres, au Carrefour Jeunesse Emploi, on travaille avec des jeunes. Fait qu'on a une équipe dynamique, branchée. Tu sais, on dit tout le temps qu'on est des pom-pom girls. Là, tu sais, on aime ça faire aller nos pompons, puis tu sais, motiver nos troupes. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec l'apprentissage du numérique. Tu sais, je pense, quand je suis allée voir les filles, puis je leur ai demandé qu'ils me parlent du groupe des Mamas Filles puis numérique. Ils m'ont dit une des choses qui a accroché les moms quand on leur a parlé, on a fait les ateliers de numératie, c'est quand on leur a montré comment mettre leur Windows rose. Fait que ça leur a parlé. Puis c'est comme, oh mon Dieu, je peux changer la couleur de mon Windows, je peux mettre une photo de mon fils sur mon bureau, je peux. Fait que tu sais, c'est une façon d'aller, encore une fois, créer une émotion, capter leur intérêt. Tu sais, fait que c'est de se coller à leur réalité. Tu sais, fait que c'est toutes des mamans, fait que mettre des photos. OK, on va toutes mettre des photos en background de nos enfants. C'est comme la première amorce pour venir finalement démystifier cette bébête-là qui est l'ordinateur finalement. De ramener l'humain, en fait, ça revient au truc de base. C'est pas parce que c'est numérique que ça doit être impersonnel. Puis peut-être qu'une des causes qui peut peut-être amener un peu d'exclusion, c'est ça, c'est quand on oublie de centrer ça sur l'humain d'abord et avant tout. Puis c'est pas impossible de le faire, même si on utilise des outils numériques. Oui, tout à fait. De votre côté, Marlène, je pense que clairement, le simple fait de sortir de sa chambre pour venir à l'atelier, c'est sûr que ça a quelque chose de positif, puis que c'est un pas vers une forme d'inclusion numérique. En fait, c'est peut-être pas total, c'est-à-dire peut-être que les gens sont pas 100% autonomes, mais il y a quand même quelque chose de positif qui ressort de ça. Effectivement. Moi, personnellement, la deuxième journée, quand j'ai travaillé à cette résidence-là, c'était mon premier contact avec les aînés. J'avais, oui, des contacts avec mes grands-parents, mais ce n'était pas des contacts soutenus. Donc, je ne pouvais pas vraiment me rapprocher de leur réalité. Donc, la deuxième journée, je me suis retrouvée un petit peu dépressive en me disant, bien, c'est là qu'on s'en va comme personne aînée dans notre société aujourd'hui. Puis moi, ce que j'ai comme mot d'ordre à chaque fois que je travaille avec les personnes, peu importe le profil de ces personnes-là, je me dis toujours, si je peux aller susciter chez eux un intérêt, si je peux développer leur pouvoir d'agir pour qu'ils aient une emprise sur quelque chose, peu importe c'est quoi, je pense que je vais avoir réussi à faire quelque chose auprès d'eux. Donc, le moyen pour moi, c'était le numérique, mais en même temps, ça aurait pu être toute autre chose. Puis mon objectif, c'était de développer leur capacité, en fait, justement, le réseautage se fait aussi autour d'une table quand il s'agit de travailler sur un appareil comme ça. Tantôt, Jade parlait de mettre des photos, il y avait comme un sentiment d'appartenance, on dirait, là, qui s'est créé autour de la table avec ces étudiantes-là, ces personnes-là. C'est un peu la même chose parce qu'évidemment, tout le monde a commencé avec tout le même discours. Je ne connais pas ça, je n'ai jamais touché à ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis de fil en aiguille, on a abordé des petites choses, la photographie, le dessin, les casse-têtes. Puis tout à coup, à un moment donné, ça c'est comme mon punch d'aujourd'hui, là. C'est qu'il y avait une dame que sa fille était partie en vacances pendant le début du mois de janvier. Donc, pendant qu'on était en train de faire l'atelier sur les appels ou les conférences vidéo, sa fille a téléphoné pendant l'atelier. Donc, on s'est retrouvés en réel contact. Donc, on voyait, elle, de son côté, la plage de Cuba, puis nous, on voyait le balcon enneigé de l'Est de Montréal. Là, tout le monde capotait à quel point c'était instantané d'avoir accès à ça, puis ça les a réjouis. Puis, du coup, après, ça nous a permis par la suite de reprendre cet exemple-là pour les susciter leur intérêt aussi pour la période de pandémie où ils ont été confinés. Parce que le mot d'ordre à la résidence, c'était qu'ils ne pouvaient pas descendre en bas. Donc, en bas étant la salle de loisirs puis la salle où ils mangeaient. Donc, tout le monde était confiné aux étages. Puis moi, ce que je m'étais donné comme mandat, justement, j'ai dit ça peut servir à quelque chose, ce projet-là, parce qu'on avait fait
4 étapes, 4 ateliers. Il nous manquait l'atelier sur les fausses nouvelles, celle avec les journalistes, puis le développement de l'esprit critique un petit peu plus. Je trouvais ça super intéressant d'avoir à terminer avec ça, mais finalement, ça s'est échelonné tout le long du confinement où j'étais témoin de contact avec les familles et les aînés. Puis, ben, je pense que le fait d'avoir fait une prémisse avec ces aînés-là sur différentes choses un peu plus ludiques, ça l'a permis d'apprivoiser l'appareil un peu mieux. C'est ça qu'il y a quand même une forme d'autonomisation qui est restée malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un intérêt à poursuivre sans les cours. L'intérêt, c'était le désir de reconnecter avec la famille, même si c'était de façon virtuelle. Donc, sachant que cet appareil-là pouvait mettre en contact la famille et l'aîné, mais de l'avoir vécu, je te dirais que ces groupes-là, le groupe qui a participé à la séance, c'est eux qui se sont mis à venir me voir. « Hey Marlène, est-ce que ce serait une bonne idée qu'aujourd'hui, on puisse communiquer avec mon neveu? » Je dis, écoute, on va commencer. Tranquillement, j'ai commencé à créer des contacts dans le iPad. C'était l'outil de communication qu'on avait. Puis j'avais 2-3 stations où les gens parlaient avec leur famille. J'en avais une qui faisait les casse-têtes pendant le confinement parce que dans la salle des loisirs, on ne pouvait pas l'ouvrir, donc on avait quelques sièges. Je me disais, ben si la santé publique débarque, là, je ne fais pas d'activité, hein. Je suis en train de mettre en relation les gens avec des appareils. Donc, c'était comme un peu pour déroger un petit peu à la règle parce qu'on n'avait pas le droit de se réunir, mais je me disais, hey, pour la santé mentale de tout le monde, là, est-ce que c'est possible de juste comme faire quelque chose pour qu'on puisse juste. Parce qu'il y avait beaucoup de détresse, hein? Il y avait beaucoup de détresse à cette période-là. Donc, l'appareil numérique a permis comme je ne sais pas si certains l'ont vu au début, il y avait une photo d'un homme avec son petit-fils, son petit-petit-fils. Donc, il a pu rencontrer son petit-fils à travers l'écran. C'est sûr que ce n'était pas génial, mais il a dû attendre à un moment donné une demi-heure pour que le petit se réveille. Il était patient, il regardait le petit, il disait « Oh, qui est beau! Oh, qui est beau! Cet enfant-là! C'est à moi, cet enfant-là! » Il dit qu'ils sont fiers. C'était vraiment spécial parce que il y avait toute la détresse et la peine de ne pas voir les proches, mais la réjouissance de pouvoir connaître quelqu'un de sa famille de cette façon-là, qui était quand même une façon assez marginale. Là, habituellement, quand il y a un événement qui se crée autour d'une naissance, il y a un événement qui se crée autour d'une rencontre familiale, il y a une émotion qui se met de l'avant. Là, on ressentait une émotion, c'était bizarre, mais le contact a été possible, donc on a pu rendre cet homme-là heureux. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, ce que je retiens dans tout ça, en plus que c'est des belles petites victoires, là, de voir tout ça, puis je pense que ça peut être des beaux exemples qui peuvent être inspirants, puis qui démontrent à quel point ça vaut la peine de faire un effort en ce sens-là. Mais c'est surtout de ne pas présupposer que les gens comprennent le bienfait que ça peut leur apporter. En effet, si on n'a jamais été mis en contact avec ça, on a bien beau leur dire que ça peut être utile pour eux. On le dit dans nos mots, avec notre propre compréhension du numérique. Je pense que c'est peut-être de faire un petit retour en arrière dans notre tête puis de se dire est-ce que les gens comprennent vraiment le bienfait? Puis je pense que cet exemple-là qui s'est matérialisé devant eux, de dire bon, on peut vraiment communiquer. C'est une chose de le savoir, c'est une autre de le voir. Peut-être que ça peut être un angle intéressant dans peut-être des petits comportements qu'on peut changer ou une approche différente pour motiver les gens ou intéresser les gens. Ça doit peut-être avec plus d'exemples, de la finalité, peut-être ça ouvre une piste, en fait, que je trouve très intéressante de ne pas présupposer qu'on comprend bien qu'est-ce que ça peut nous apporter, en fait. Oui, exact. Parce que c'est vrai que nous, on a un langage commun hein, quand on utilise ces outils-là. On travaille à développer des choses ensemble. On a une connaissance qui est différente. Effectivement, de leur offrir cette possibilité-là. Est-ce que tu savais que c'est possible de faire ça de cette façon-là? C'est sûr qu'idéalement, moi, je voulais un projet inclusif, rassembleur, au final des différents ateliers qu'on a eus. Malheureusement, je ne suis plus avec les aînés pour l'instant parce que comme enseignante, on bouge d'une année à l'autre. Donc là, je me retrouve avec une population qui vit avec une déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme. Là, j'envisage, dans le fond, peut-être la deuxième vague, éventuellement avec le numérique en enseignement à distance. Je pense qu'il peut être tout aussi important puis qui touche à un autre pan de l'inclusion, mais qui va être d'aller voir les vrais besoins puis
de créer un autre projet, puis de peut-être pas tenter non plus de répéter le même projet, vu qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Je vois le temps qui défile, il nous reste encore du temps, mais inquiétez-vous pas, mais j'aimerais ça qu'on aborde le fait de est-ce qu'il y a des angles morts ou des choses comme que vous avez vues dans vos expériences, surtout propres, que, tu sais, des petits comportements, des choses que à chaque fois où on fait ça comme ça, où il suffirait juste de changer telle action, puis déjà on facilite une première approche avec le numérique. Je pense que c'est des petits conseils ou des petits éléments que vous avez vus qui ont eu des gros échos dans vos milieux, tu sais, que ce soit changer l'heure du cours. Justement, on a parlé des beignes. Si les beignes peuvent résoudre tous les problèmes, mais c'est ces petites pistes-là, des fois qu'on n'envisage pas quand on crée un projet ou une nouvelle façon d'accompagner, puis que ça coûte peut-être pas si cher, c'est peut-être pas si compliqué, puis qu'on pourrait solutionner peut-être des petits éléments, peut-être aussi dans le vocabulaire, dans la façon de s'adresser aux gens. Moi, je vous lance ça comme ça. Je ne sais pas si, selon vos publics respectifs, il y a des choses qui vous viennent en tête, mais je trouverais ça important d'aborder. Oui, Jeanne? Bien, je dirais une des choses, ce serait de trouver, peut-être, c'est comme je disais, de trouver une façon, des fois, de passer les contenus, mais de façon détournée aussi, là. Tu sais, parce que moi, en tout cas, personnellement, ici, on a remarqué que de donner, OK, les filles, on s'assoit, je vais vous montrer comment utiliser, ouvrir, fermer Word, Windows, tu sais, ça devient un petit peu plus, tu sais, très académique, très, tu sais, clérical, puis c'est rationnel, puis c'est un petit peu plate sur les bords. Fait que c'est d'essayer de trouver quelque chose qui va venir les motiver. Fait que, tu sais, un objectif autre, là, tu sais. Fait que, comme je disais, OK, aujourd'hui, on s'en va aux cuisines collectives. Donc, les filles, j'ai besoin que vous ayez sur Internet trouver des recettes. Fait que vous allez sur tel site, vous allez sur tel site. J'ai besoin de quelqu'un qui va le mettre dans Word. Puis après, j'ai besoin de quelqu'un me le passe dans Antidote. Fait que, vous voyez, c'est d'essayer de trouver des façons, des fois détournées. En tout cas, nous, pour notre clientèle, c'est un des objectifs. Peut-être aussi que pour d'autres clientèles, là, qui a soif d'apprentissage, ça peut être gagnant de le faire d'une autre façon. Mais nous, ce qui a été gagnant, c'est vraiment de trouver des fois des façons détournées d'amener les apprentissages. Puis toujours de le faire de façon dynamique, diversifiée, puis dans le plaisir. De valoriser le processus, en fait. Si on montre, Oui. comme tu disais, l'exemple de mettre une photo, ben c'est un exemple, mais qui après permet plein d'autres apprentissages qui sont tout aussi pertinents. Oui. C'est un bon point. Je ne sais pas de votre côté, Richard ou Marie-Richard, oui? Ah. Oui, pour pas répéter que me rester dans l'interrogatif comme accompagnateur, de mettre les gens qu'on accompagne en lien l'un et l'autre pour valoriser leur savoir qu'ils ont déjà. Mais pour rajouter, c'est toujours parler d'un projet d'apprentissage, de reculer de la question et la réponse, de parler d'un projet plus à long terme et collectif en plus. Un matin, je travaillais avec une dame qui cherchait à distance en plus au téléphone. Il cherchait à créer un compte pour prendre rendez-vous pour son mari, puis elle mettait les informations, puis ça n'accepte pas son numéro de RAMQ, d'assurance. Puis là, à un moment donné, ça commence à être frustrant. Puis, donc, de dire, on a cet objectif-là, je pense qu'on est sur la même piste, sur la même longueur d'onde. À ce que je comprends, puis je vous crois, vous avez mis toutes les informations qu'il faut dans la forme qu'il faille, mais ça ne marche pas. Donc, de ne pas présumer que c'est nous qui avons un problème, qui avons fait quelque chose de mal, qui ne sommes pas capables, mais qu'il y a un problème avec le site web, qu'il y a un problème avec l'appareil numérique qui nous sert. Donc, d'articuler qu'on a rencontré un obstacle, ça commence à nous frustrer. Il est peut-être mieux de prendre une petite pause, puis de faire autre chose, puis de se reposer, puis de revenir à l'esprit clair plus tard, plutôt que et puis éventuellement to give up. De lâcher, oui. Ouais. Donc,
de faire ces rappels-là. Puis juste de dire, je trouve ça frustrant, tu as l'air d'être frustré, je pense que tu commences à t'épuiser. Moi, je suis épuisé. De dire que moi, je ne comprends pas. Moi, je sais pas, je n'ai pas la réponse. Souvent, de parler de ces aspects-là du processus dans le projet d'apprentissage, ça remet toutes les choses en perspective, qu'on ne prenne pas tout sur nous et donc de nous laisser inviter à abandonner. Je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans notre discussion, c'est de ramener l'humain, en fait, de peut-être se sortir de juste action, résultat, de dire on veut faire un formulaire, qu'est-ce qu'il faut faire, mais de ramener en effet dans l'inclusion, c'est dire l'humain, en fait, de ramener les émotions, de l'empathie, puis de ne pas s'extraire de ça parce que des fois, on a une conception que l'apprentissage numérique, tout est dans le virtuel, puis qu'il n'y a plus de relations, puis qu'il n'y a plus d'humain, puis dans le fond, c'est pas ça. Puis je pense qu'on a peut-être une piste de réponse à notre question que le numérique, en fait, la source d'inclusion, d'exclusion, c'est peut-être le côté humain qu'on peut ramener là-dedans, peu importe l'outil. Est-ce que vous, de votre côté, des actions que vous avez vues qui ont fortement aidé et qui n'étaient pas compliquées, c'est peut-être dans la façon de s'adresser aux aînés, la vitesse d'action? Vous avez parlé des supports au début. C'est des pistes que je trouve intéressantes. Est-ce que d'autres exemples comme ça selon votre expérience? En fait, on avait un grand groupe. Hein? On était rendu à 12 à un moment donné, puis on se rendait compte qu'on avait de la difficulté avec certains appareils. Donc, c'est d'avoir des appareils qui soient mis à jour, qui soient prêts à l'utilisation avec les applications déjà intégrées, en tout cas pour les aînés. Parce que donc, c'est ça. Ça peut être déjà un frein à l'utiliser. Si eux se voient buter à chaque fois à rajouter un mot de passe, ça peut décourager certains. Mais le rendre humain, le contact avec l'appareil, c'est important aussi. Par exemple, les filles, en début de formation, on avait de la difficulté avec le branchement de certains appareils. Ça fait en sorte qu'on a commencé un petit peu plus, 5-10 minutes en retard, ce qui fait qu'il y avait certains aînés qui, eux, ont peut-être moins de patience, qui semblaient dire qu'on était en retard. Donc, on essayait de rendre ça un peu plus... dans le fond, c'est qu'on leur disait, c'est pas simple, hein? L'utilisation des outils technologiques. On fait tous face à des difficultés, des enjeux. Puis là, même les professionnels, dans un nouveau milieu, on cherche à trouver les connexions. Donc, on a démontré en fait que c'était pas simple, mais je pense avec la persévérance, l'humanité autour de ça, effectivement, moi, c'est vraiment deux aspects que j'ai en tête parce que pour moi-même, la persévérance, c'est une qualité que je mets de l'avant, surtout ces temps-ci avec les Zooms, ces choses-là. C'est pas quelque chose qui est très facile pour moi. Donc, j'essayais de ne pas le laisser paraître puis de sembler dire c'est normal, tout ça, c'est normal. Puis j'essayais de rattraper le jeu un peu. Mais un autre aspect que j'ai remarqué aussi dans les différents ateliers qu'on a vus, on avait un support visuel en PowerPoint et on l'avait le même en outil papier. Ce serait de privilégier un seul outil, en fait, plutôt que d'en avoir deux, parce que là, on ne savait plus trop regarder. Lequel des supports, je ne le sais pas. Il y en a qui ne sont pas capables d'utiliser, de tourner les pages du document papier. Pour cause d'arthrite, par exemple, et d'autres ne sont pas capables de voir loin parce qu'ils ont des problèmes visuels. Donc, il faut voir un petit peu à équilibrer aussi les profils dans le groupe de personnes, réduire le nombre de personnes, parce que souvent, justement, on a l'intérêt d'aller augmenter les statistiques, de faire en sorte qu'il y ait des résultats probants dans nos expériences, dans l'implantation de différents programmes. Mais dans ces cas-ci, c'est des humains avec qui on travaille. Les résultats ne sont pas spectaculaires, là. Ce qu'il faut avoir comme réflexion, c'est que c'est des petits pas, petit à petit, qui, tranquillement, amènent la personne à développer un intérêt ou une facilité avec ces outils-là. C'est la même chose pour nous. Hein? Quand on a commencé... dans les années 80, je pense, l'ordinateur fixe, on entendait puis on se demandait si on n'avait pas perdu notre texte pour lequel on avait investi 3 heures d'écriture. Aujourd'hui, je leur dis, faites-vous-en pas, il y a toujours une façon de rattraper la situation. On en a tous vécu des stress comme ça, mais
pour une personne âgée, de vivre ce genre de stress-là, c'était peut-être pas nécessairement utile. C'est pour ça qu'il fallait avoir quelque chose de le fun autour d'humain, un petit bonbon, un petit quelque chose, une collation servie avec les formateurs, des photos avec les formateurs. On en a fait aussi pour créer des liens comme ça. Évidemment, quand les formateurs sont sympathiques, quand ils sont en mesure de s'adapter, évidemment, on a une rencontre préalable pour que j'explique aux formateurs c'était quoi le profil des personnes avec qui on allait travailler. J'avais pas vraiment d'objectif de réussite. Je voulais que les gens se sentent capables, se sentent compétents dans quelque chose. Puis je voulais aussi être un terrain d'expérimentation. Je n'avais pas une visée de mettre en place un programme. Par contre, comme toi, Richard ou Jade, le mandat, finalement, s'est arrêté en juin de cette année. Il n'est pas reconduit avec les aînés, mais je pense que les souvenirs qu'ils ont, c'est des souvenirs de plaisir. Ils ont vu ils ont expérimenté plein de choses. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Je n'avais pas vraiment beaucoup de pression dans le projet. Donc, il faut y aller, je pense, le plus possible avec, justement, l'humanité, puis le plaisir. C'est comme ça que je le vois encore. Même avec les personnes avec qui je vais travailler cette année. En déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, on développe beaucoup, beaucoup d'outils pour qu'ils développent leur autonomie. Donc là, les aînés, en fait, c'était pour développer des connaissances pour établir des contacts avec l'externe. Ça s'est matérialisé pendant la pandémie. Donc, j'étais contente de ça. Pas de vivre ce confinement-là, bien sûr, là, mais de pouvoir leur offrir un petit quelque chose pour qu'ils puissent justement rétablir le contact avec leur famille. Je pense que ça résume bien l'idée, c'est que la question, en fait, on l'aborde d'un angle, est-ce que est-ce que le numérique est facteur d'inclusion ou d'exclusion? Je pense que ça revient à dire c'est pas sans soi, c'est ce qu'on en fait. Je vois qu'on me dit que Claude, qui était censé venir témoigner au début, est dans les spectateurs, mais je pense qu'on va pouvoir l'autoriser, puis en fait, ça va nous permettre de clore là-dessus avec lui. On est content qu'il puisse se joindre à nous. Je pense que c'est bien merveilleux. Vers la fin, on aurait juste le temps de pouvoir l'admettre, le présenter, puis peut-être voir avec lui sa propre expérience avec le numérique. Puis, on approche la fin. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre. On va pouvoir les adresser à nos invités. Puis, Claude, il faudrait juste que vous activiez votre caméra et votre micro au bas de l'écran à gauche. Et puis, sinon, comme je dis, on approche de la fin. C'était fort intéressant. On va prendre les questions s'il y en a. Vous pouvez les mettre sur Zoom ou sur Facebook. Bonjour, bonjour. Il faudra activer votre micro au bas de l'écran. Voilà. Bonjour, mais excusez-moi. Désolé. Aucun problème. En fait, au départ, on vous avait invité, mais on pourra vous réinviter pour un autre événement avec plaisir, dans l'idée de témoigner aussi de votre expérience avec l'apprentissage du numérique. Puis c'était de venir appuyer ce que nos invités disaient sur le sujet. En fait, on ne voulait pas parler pour les aînés, entre autres, puis on voulait que vous puissiez vous exprimer. Donc, si vous voulez peut-être partager un petit mot sur justement comment vous voyez que le numérique a pu favoriser, vous, de votre côté, amener des choses positives, ça vous fera une belle conclusion à notre discussion. Pourquoi c'est devenu aussi peut-être un incontournable pour vous? Vous avez décidé un moment donné que ça valait la peine d'apprendre le numérique puis de se lancer là-dedans. Je pense que ça va peut-être compléter ce qu'on discutait avec les invités de pourquoi il fallait motiver les gens à s'intéresser au numérique. Ben oui, je m'excuse, j'ai malheureusement pas suivi les échanges qui devaient être intéressants. Comment je me suis... Ben écoutez, c'est par le biais d'une petite entreprise que j'avais démarrée en 1980. Avant ça, j'avais un beau-frère qui était programmeur. Puis il nous donnait des petits cours. Là. Vous savez, quand c'était ouvert, puis qu'on faisait des petites lignes de programmation, là. C'était un peu les temps héroïques. C'était plutôt pour s'amuser, s'initier. Bon. Après ça, quand j'ai démarré ma petite entreprise, j'avais besoin de quelque chose de plus performant qu'une machine à écrire électrique pour la correspondance
pour les courriers, même les croquis, les dessins et tout ça. Bon. Mais ma femme était bonne là-dedans et puis c'est elle qui... Je me suis toujours servi des gens autour de moi. Et elle s'occupait de ça. C'était essentiellement du traitement de texte. Ensuite, ensuite ça s'est perfectionné, puis il y a eu d'autres choses qui se sont rajoutées. Mais j'ai toujours été un peu à la traîne, toujours. Ça ne m'intéressait pas. Et puis, je trouvais des combines, des amis de mon épouse pour m'aider, me donner un coup de main, faire le travail à ma place. Jusqu'à dernièrement, là où j'ai participé avec Mur pour entreprendre à un projet où je confectionnais des jardinets pour offrir des petits plants et des jardinières à des personnes isolées, à des personnes âgées surtout, et des personnes handicapées aussi. Et puis là, je me retrouvais un peu tout seul. Et là encore, j'ai bénéficié d'une équipe complète qui s'est chargée des communications, de l'informatique, de sites Internet, Facebook et tout et tout. Mais dans un sens, moi, je me suis trouvé un peu écarté. Dans le sens où j'ai perdu le fil. Je n'étais pas capable de suivre ou je n'étais pas capable de comprendre ce qui se passait. Je leur faisais confiance, bien entendu. Mais là, j'ai senti comme un déchirement, un divorce, vous voyez. Alors, je me suis dit vraiment, va falloir que je m'y mette, va falloir que je trouve une solution, va falloir que je me trouve d'autres coéquipiers, je ne sais pas. Alors oui, c'est incontournable, j'ai bien l'impression. Là. Dès qu'on veut faire quelque chose, c'est un puissant outil dont on ne peut pas se passer. Je pense que vous êtes un exemple vraiment positif de ça, de dire que vous n'aviez pas l'intérêt, c'était pas utile pour vous, vous trouviez des moyens de passer à côté, et puis finalement, quand vous avez vu ce que ça pouvait vous apporter, ce qu'on disait tout à l'heure, justement, c'était ça de ne pas présupposer que les gens voient les bienfaits d'apprendre le numérique juste parce qu'on leur explique, puis qu'une fois que vous êtes mis, vous y avez pris goût, puis vous vous êtes lancé, même si ça peut être difficile. C'est difficile en bibite. Regardez, là, c'est une opération très simple comme de se brancher là, sur Zoom. Quand je suis venu pour aller chercher mon mot de passe puis mon lien, là, pas moyen de trouver le foutu courriel. J'aurais noté tout ça dans mon agenda, mais non, bien entendu, insouciant comme je l'étais. Alors voilà, c'était une performance déplorable. Je le regrette, j'ai manqué quelque chose. Je ne pense pas que vous ayez manqué grand-chose, mais moi, sûrement. Alors, je pensais, dans les jours précédents, là, je pensais à ça. Là, c'est sûr que toutes les personnes âgées ne sont pas des analphabètes comme moi, là, au point de vue informatique. Il y en a qui ont des belles habiletés. Il y en a qui sont pires que moi. Il y en a qui n'ont même pas d'ordinateur. Il y en a qui n'ont même pas d'adresse Internet. Il y en a qui n'ont même pas accédé. Là, bon. Il faudrait sûrement, et puis j'imagine que vos panélistes l'ont souligné, il va y avoir plusieurs approches vis-à-vis des personnes âgées. Là. Il y a des gens qui sont un peu sur la tablette, là, complètement sur la banquise, pour dire, parce qu'il y a même des entreprises maintenant qui ne donnent même plus leur numéro de téléphone. Tu sais. Alors, qu'est-ce que tu veux faire tu sais, quand tu es habile ou encore moins habile que moi, là, si c'est possible? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton vélo puis tu te rends sur place. C'est pas toujours évident, c'est pas la porte à côté. Hein. Et puis, je me dis aussi, bon, former et apprendre, etc., etc. J'ai l'impression que ça va être difficile aussi pour des personnes isolées. Et je pense que ce serait important de le faire en collaboration avec des organismes communautaires. Il y en a beaucoup qui rejoignent des personnes âgées qui pourraient les motiver. Il y a la FADOC qui, quand même, représente. Je ne suis pas FADOC. Je suis FADOC, je suis membre FADOC.
pour bénéficier d'une assurance moins chère, mais j'ai l'impression qu'il y a des tendances chez eux, là, en ce moment, à FADOC, de faire des belles interventions, des interventions dynamiques, je dirais. Je ne peux pas vous interrompre. Juste, excusez-moi, je sais que Richard, vous devez nous quitter là, à l'heure pile, le temps des fils. Donc, je voulais vous remercier. Un gros merci pour votre intervention. C'était fort apprécié. On va pouvoir clore entre nous la conversation, mais je voulais pas vous laisser partir sans vous remercier. Donc, à bientôt, j'espère. Puis, on va pouvoir juste poursuivre ça. Le temps file. Merci beaucoup. Donc, oui, Claude, je pense que c'est ça, c'est super intéressant les points que vous amenez parce que, en fait, c'est de dire qu'il faut. C'était le point de départ, en fait, de la discussion, c'est que le numérique peut être source d'exclusion dû au fait que maintenant, ça devient un incontournable. Et de fil en aiguille, je pense que ça, on s'entend là-dessus que si on s'arrête là-dessus, ça peut exclure beaucoup de gens, d'où, comme vous disiez, que s'il n'y a plus de numéro de téléphone ou il y a juste un site Internet. Donc, on est dans une forme d'exclusion qui est à la base. Puis après, bien, c'est qu'est-ce qu'on met en place dans nos formations, dans nos façons de faire, peut-être aussi dans les lieux de rencontre. Vous avez parlé de Murs pour entreprendre, qui est justement un organisme qui favorise l'entrepreneuriat chez les aînés, puis qui va donner les ressources, dont peut-être le numérique aussi. Donc, il existe des choses, puis c'est de dire que ça peut passer par d'autres moyens. On arrive déjà à la fin. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur Facebook. On était dans la conversation. Votre intervention était là vraiment, vraiment de courte, mais je pense que ça résume bien ce qu'on a dit. Je vais vous céder la parole pour terminer, bien sûr. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de vous réinviter à un autre moment. Si vous voulez compléter ce que vous disiez, Claude, là, il n'y a pas de problème. Ben, je pensais à un autre aspect de l'Internet, là, les réseaux sociaux, parce que c'est quasiment inséparable, là. Pour les personnes âgées qui sont déjà souvent, pas tous, là, mais il y en a un bon nombre qui sont un peu vulnérables à toutes sortes de choses, à toutes sortes d'arnaques. Puis, sur les réseaux sociaux, ce qui devient vraiment difficile, là, c'est les fausses nouvelles. C'est le n'importe quoi. C'est comment dire, des personnes âgées qui disposent tout d'un coup d'un médium qui est un peu incontrôlable et qui charrie tout et n'importe quoi et son contraire. J'ai l'impression qu'il va y avoir une vulnérabilité, une fragilité particulière à laquelle il va falloir penser et remédier d'une manière ou d'une autre. Ben, en fait, c'est vraiment, je pense pour conclure là-dessus, c'est d'envisager les nouvelles technologies comme quelque chose avec plusieurs dimensions, puis que la formation pour utiliser l'appareil, c'est une chose, mais développer l'esprit critique, la sécurité, l'autonomie, tout ça, ça fait partie aussi des éléments qui peuvent renforcer des facteurs d'inclusion, c'est-à-dire qu'on peut savoir utiliser l'appareil, mais être complètement démuni sur d'autres aspects. Puis je pense qu'en effet, les réseaux sociaux rentrent là-dedans. On a parlé entre autres de la bureautique avec Jade. C'est des éléments comme ça qu'on peut négliger. Fait que c'est peut-être une des avenues, c'est de regarder ça dans l'ensemble, puis d'essayer peut-être de jouer sur différents aspects des nouvelles technologies, puis pas juste sur l'appareil. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour clore le sujet. Sinon, j'ai trouvé ça fort intéressant. C'était vraiment, on aurait pu discuter encore longtemps. C'est toujours trop court. Encore une fois, Claude, je suis désolée qu'on n'ait pas pu vous joindre plus tôt, mais on aura l'occasion certainement là, dans une collation numérique ou autre de vous réinviter à nouveau parce qu'en fait, les événements alphanumériques, c'est une série tout au long de l'automne. Donc, on a le prochain qui se trouve à être le 22 octobre. Ça va être sur les initiatives en temps de pandémie, puis on va avoir d'autres tables rondes. Donc, puis on espère pouvoir poursuivre ces événements-là à l'hiver aussi. Donc, ces pistes-là que vous avez abordées en fin de discussion, c'est très riche, puis ça pourra sûrement nous mener vers d'autres sujets. Donc, mais merci à vous, Jade et Marlène. Merci à Nathalie aussi pour les sous-titres et surtout à vous qui sont restés jusqu'à la fin dans les participants.
Si vous avez des questions ou des réflexions qui vous viennent en tête que vous n'avez pas partagées avec nous dans le clavardage ou sur Facebook, vous pouvez nous inscrire aussi à info-alphanumérique.ca. Puis, on va mettre dans le clavardage et dans les commentaires sur Facebook les liens vers vos projets respectifs, là, Jeanne, Marlène et Richard, pour que vous puissiez aller visiter ça si vous avez des questions. Puis, contactez-nous avec plaisir là, si vous manque des informations. Donc, à une prochaine fois, j'espère. C'était fort enrichissant. Merci beaucoup.